Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir à tous. La ligne rouge, votre émission hebdomadaire d'entretien à bâton rompu, prend désormais possession de votre tube cathodique ce dimanche. Au menu des échanges avec l'hôte ce soir, la réunion hebdomadaire par vidéoconférence du comité interministériel chargé de suivre et d'évaluer la stratégie de riposte gouvernementale contre le Covid-19 tenue cette semaine à Yaoundé. À l'occasion, le Premier ministre Joseph John Gouté a tenu à remobiliser l'équipe gouvernementale concernée au premier chef par cette crise sanitaire. Le patron de l'immeuble Étoile a prescrit une sensibilisation accrue pour le strict respect des mesures barrières. Mais il faut dire que l'Organisation mondiale de la santé vient en effet de tirer la sonnette d'alarme face à l'indiscipline généralisée dans l'observance des mesures barrières dans les lieux publics et autres lieux de transport. Cette accoutumance rhizogène doit-elle susciter une intervention reprécise et systématique des forces de maintien de l'ordre ? Faut-il faire usage du langage de la chicotte dans une campagne de sensibilisation? Les formations politiques accompagnent-elles réellement le gouvernement dans cette lutte contre le coronavirus? Notre invité ce soir, leader d'opinion, nous donnera son avis sur le sujet. Sur bien des aspects, l'inhumation express des victimes du Covid-19 pratiquée au Cameroun n'est pas en phase avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé selon les révélations de la presse cette semaine. Le délai de 48 heures prescrit pour l'enterrement des victimes est loin de faire l'unanimité. À ce sujet, le gouverneur de la région du Centre, Paul Nasri Beya, a interdit les veillées funèbres dans son ressort de commandement. Cette décision vise à faire respecter les mesures de distanciation physique. Et il s'agit d'une mesure qui semble en ajouter à l'affliction des familles endeuillées déjà sevrées d'obsèques de leurs proches décédés des suites du coronavirus. Notre invité ce soir qui promet d'exhumer les dépouilles dues au Covid-19 et d'organiser une journée nationale d'exhumation nous dira s'il partage l'inhumation rapide des morts des suites du coronavirus. Cette épidémie, il faut le dire, a un impact sur l'activité économique. Selon l'Institut national de la statistique, cette crise sanitaire a causé une baisse ou un ralentissement de l'activité économique. Les entreprises camerounaises butent désormais sur la réticence des partenaires financiers. Le gouvernement, après l'ordonnance du président de la République modifiant et complétant la loi des finances 2020, a décidé de réduire de 20% les enveloppes de certains ministères, excepté ceux dits sociaux, tels que les ministères du secteur éducatif, des affaires sociales ou encore de la santé. Selon des sources généralement bien introduites au ministère des Finances du Cameroun, 60 milliards de francs CFA ont déjà été économisés pour les 6 premiers mois de l'année budgétaire 2020. La loi des finances rectificative, en attente de ratification par le Parlement, devrait donc entériner cette option gouvernementale visant visiblement à compresser en priorité les dépenses liées à l'achat des biens, services, autres subventions et transferts. Mais cette initiative a tout fait de relancer le débat sur le train de vie de l'État au Cameroun. Notre invité ce soir, penseur et porteur de la camacratie, qu'il présente d'ailleurs comme un courant alternatif à la démocratie, nous donnera des pistes de solutions sur le sujet. Cette semaine, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a indiqué que les sous-préfets sont désormais habilités à signer les attestations de présentation des originaux de diplôme. Cette innovation vise surtout à rendre diligent le traitement des dossiers de candidature au concours administratif pour le compte de l'année 2020. Que pense notre invité ce soir sur la déconcentration au Cameroun? Le sujet sera évoqué. En outre, nous allons recueillir les réactions de notre invité sur le
Taux de participation aux consultations électorales en chute libre depuis l'élection présidentielle de 1992. Au-delà des causes logiques évoquées par l'opposition, comment comprendre qu'un peuple très vite imprégné des luttes politiques et pleinement mobilisé aux premières heures du pluralisme dans les années 90 ait développé une apathie aussi aiguë? Quelle est la responsabilité des acteurs politiques dans cette situation et quels sont finalement les mécanismes d'alternance possible au Cameroun? Notre hôte ce soir, qui prophétise l'avènement d'un troisième règne, nous donnera sa lecture sur le sujet. En deuxième dorsale, nous allons disséquer le carantisme, présenté par son initiateur comme le premier courant politique africain, à tort ou à raison. Nous analyserons la camacratie, qui est d'ailleurs évoquée comme un substitut à la démocratie par son auteur, les solutions de notre invité pour stopper les détournements et autres fléaux liés à la gestion des finances publiques passeront au scanner, comment freiner la montée de l'intégrisme ou arrêter l'obscurantisme qui jaillit finalement des discours de haine ou de la haine tribale en dépit d'un cadre juridique. Quel bilan peut-on faire de la participation du PEA 48, le Parti d'Esprit d'Avril 48, aux dernières consultations électorales? Eh bien, tous ces sujets constituent le sature de votre émission d'entretien à bâton rompu ce soir sur Info Télévision, La Ligne Rouge. À présent, découvrons le profil de l'invité. C'est un document exceptionnel qui porte la signature vocale d'Edmond Fautuy. A tout de suite. Monsieur Jean-Marc Ngos est né le 11 juillet 1974 à Douala, au sein d'une fratrie de 9 enfants. Il faut le dire, il a passé une enfance à la classe moyenne à Yaoundé, Douala et Bertois. Ben écoutez, ça a été une enfance, je dirais, des plus chaleureuses. C'est-à-dire qu'on a eu la grâce de recevoir les joies de nos parents, on a eu l'attention paternelle. Mon père était directeur cadre de la SNEC, Société nationale des eaux du Cameroun. Donc ça a été une enfance comme celle de tous les enfants issus de la classe camerounaise moyenne. À l'âge de 3 mois, Jean-Marc Ngos est frappé d'une maladie appelée rougeole, signe majeur d'un homme au service de l'humanité. Mais ma maladie, disons qu'à 3 mois, j'ai été frappé de rougeole. Elle est revenue à 1 mois et demi plus tard, elle a récidivé, ce qui est très rare chez les nouveau-nés. Et à la deuxième fois où elle est revenue, elle m'a carrément tué. Je suis resté dans la mort de 15h à minuit. Et à un moment donné, elle m'a paralysé un côté du corps. Donc c'est mon grand-père qui m'a ramené à la vie. Il s'appelait M. Leda d'Albert. C'était le vice-président des sorciers d'Afrique. Donc il me ramenait non pas pour que je le serve ou alors pour que je serve l'humanité, mais il me ramenait pour faire de moi son instrument. Malheureusement, son rituel n'a pas été accompli et voilà. Il suit de brillantes études primaires et secondaires. Plus tard, dans sa quête de connaissances, il fait une maîtrise en droit auprès du cabinet Feu Maître Djachachish Njomo à Douala avec représentation à Tokyo. Mais au sujet des études, Jean-Marc Ngos aime dire qu'il est un agrégat de l'école essentielle. Donc j'ai été à l'école de la vie et j'estime qu'aujourd'hui je dois être inclusif. Je n'aime pas m'enfermer dans l'instruction parce que je dis l'instruction est l'apprentissage de l'école conventionnelle, la sagesse est la crainte de Dieu, l'intelligence est la crainte du mal, le respect de la loi, la civilisation est la construction des cités, la culture est la maîtrise de la vie dans sa globalité, la civilisation, l'intellectualisme consiste à œuvrer à faire avancer la société dans laquelle on vit. Donc je veux être un agrégat de tout ça et non pas m'attarder sur ces paradigmes. La nature a fait beaucoup de cadeaux à cet homme, costaud, beau et élégant, avec une éloquence sans pareille. Son premier mariage en 2006 avec la fille du président Mamadou Tandja du Niger s'est brusquement arrêté le 25 avril 2008, date de décès de sa dulcinée. Aujourd'hui, il est traditionnellement marié à une digne fille de l'Ouest Cameroun. Je suis marié avec une Camerounaise de Bafang, Banganté, mon épouse Marie-Chantal. Disons que je l'ai dotée, on n'est pas encore allé devant monsieur le maire, mais j'estime que nous sommes des Bantous. Quand on a doté une femme, on l'a épousée, donc je suis donc marié et père de plusieurs enfants.
Depuis le 12 février 2017, Jean-Marc, homme charismatique, a été oint. Il est le Mpodol, intronisé par 72 Mbombok, Bassampo Bati. Ben, j'ai été invité par les Mbombok qui m'ont dit, voilà, ils souhaitaient me donner ce qu'on appelle chez les Bassa le Saïbok, donc la bénédiction, la grâce. Et il y a eu un rituel qui a entouré cette cérémonie-là. On est rentré en brousse avec 9 Mbombok. Je les salue d'ailleurs ici, Mbombok Aude, Mbombok Mandin et tous les autres. Donc nous sommes rentrés en brousse à Boudmakak. Et il y a eu un rituel initiatique au sorti de là. Le titre Mpodol m'a été octroyé parce que je dois dire que le Mpodol, c'est, si vous voulez, c'est la voix des sans-voix. Et on ne saurait avoir deux Mpodol dans un pays. Donc aujourd'hui, aussi longtemps que le Mpodol où Myobe vivait, il n'y avait pas de Mpodol. Je suis le deuxième aujourd'hui. Aussi longtemps que je vivrai, il n'y aura pas de Mpodol au Cameroun. Grand soutien des enfants de la rue et mécène des sports de combat, le Mpodol Jean-Marc Ngos crée en 2003 le cabinet Ngos and Partner, spécialisé dans l'organisation des campagnes des chefs d'État, la communication institutionnelle, la conception des projets, l'événementiel et le coaching psychologique. Aujourd'hui, inventeur. Donc, je suis passé par le social, la philanthropie, les ONG. Je suis l'homme qui a nourri au Cameroun près de 7000 jeunes pendant près de 6 ans avec ma fortune. J'ai été conseiller de pas mal de chefs d'État. J'ai été aux côtés du président François Bozé. J'ai été aux côtés du président Magra Valmanan. J'ai été aux côtés du président Amar Bongo Ndimba au Gabon. J'ai été aux côtés du président Mamadou Tandja qui était mon beau-père. Donc, vous comprenez bien qu'à un moment donné, je ne peux pas passer ma vie dans les jupons de chef d'État. Je suis aujourd'hui le seul noir au monde, inventeur de fusils d'assaut. Je suis aujourd'hui le tout premier à avoir initié la conception de smartphones, comme ici, dans la campagne du président Ali Bongo au Gabon en 2016. Donc j'en ai fait récemment au Nigeria pour le président Mamadou Buhari. Donc j'ai conçu des smartphones comme ceci. Donc ça, ce sont des prototypes. Comme ça, donc j'ai lancé ma société Enalid 9 qui a vocation à s'installer dans la sous-région. Même si le choix de ses modèles et de ses préférences crée la psychose, le Mpodol reste constant. J'ai dit, j'ai comme modèle le président Amar Bongo Ndimba. Pourquoi? Parce que c'était un rassembleur, c'était un homme généreux, c'était un homme qui avait la capacité d'anticiper. J'ai comme modèle le président Paul Biya du Cameroun. Non pas parce que voilà, je suis en phase avec sa gouvernance, mais j'estime qu'à un moment donné, son mutisme, son charisme, donc ce charisme donc me parle, ce charisme m'a donné envie de faire de la politique. Et comme modèle, j'ai comme Gandhi, Gandhi qui a promu la non-violence. Comme autre modèle, j'ai Sun Tzu. Sun Tzu qui a rédigé l'art de la guerre, qui disait qu'un bon leader ne mène pas de bataille perdue. Sun Tzu qui a appris qu'on n'humilie pas un adversaire. Pour peu qu'on l'ait déjà vaincu, il vaut mieux le laisser partir et lui permettre de ne pas être déshonoré. Son entrée en politique date de 2006 et le 6 mars 2007, il crée le Parti de l'Esprit d'Avril 48, en abrégé PEA 48. Il est auteur de la Kamacratie, un courant politique africain. Le Mpodol Jean-Marc Ngos, dans sa globalité, s'ouvre au monde. Cette émission ce soir admettra l'interactivité. Vos questions à l'invité ce soir seront recueillies uniquement par SMS et par WhatsApp au 695 38 79 46. Mpodol Jean-Marc Ngos, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la ligne rouge sur Info Télévision. Ben écoutez, monsieur Yves Sanjo, c'est moi qui vous dis merci de m'avoir fait l'amitié de m'inviter, de me convier à ce programme, de m'inviter à cette émission de forte écoute. Et j'espère que je serai à la hauteur des attentes de vos nombreux téléspectateurs que je salue, ceux d'ici et de par le monde. Je salue aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je salue mon chat au cabinet, je salue les 46 camarades.
et aussi de nombreux compatriotes qui nous suivent. Bandol, j'aimerais qu'on commence par les questions d'actualité que j'ai évoquées à l'orée de cette émission. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Premier ministre a enjoint ses collaborateurs dans le gouvernement à accentuer la sensibilisation, j'y arrive, autour de cette pandémie pour le strict respect des mesures barrières, mais à l'observance. Les mesures d'assouplissement ont entraîné un relâchement dans l'observance des mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé, mais également le gouvernement. Vous qui pensez que le Cameroun doit être dirigé par un homme possédant une main de fer dans un gant de velours, êtes-vous favorable, Pandol, à l'usage du langage de la chicotte pour stopper cette accoutumance chrysogène? Ben écoutez, monsieur Yves Sanjo, ce que je veux dire d'entrée de jeu, c'est qu'il faut trouver l'adéquation entre l'offre et la demande. On demande aux populations de respecter strictement les mesures barrières. Qu'est-ce qu'on leur offre en retour? C'est vrai, il s'agit de leur vie, mais à côté, ces populations sont poussées par l'instinct de conservation. Alors, est-ce que vous pouvez ne pas donner à manger à un enfant et lui exiger de ne pas pleurer de famine? C'est de ça qu'il s'agit. C'est une métaphore. Nous n'encourageons pas ça, mais vous savez, des fois on a l'impression que certains compatriotes sont morts depuis. Morts parce que justement, ils ne savent à quel sens se vouer. Ils vivent au quotidien, parfois avec moins d'$1 par jour. Les charges sont là. Nous sommes entrés en plein Covid-19. Nous serions attendus qu'il y ait une sorte de subvention, par exemple. On a vu la SICAM vendre un masque à 1300 francs. Le chef de l'État a mis en place un comité. Ils ont donné 1 milliard dans tous les jeux. Mais ce milliard aurait pu être versé à la SICAM pour subventionner la production des masques et les vendre à moins de coût. À partir de ce moment, quand le masque à la portée de tout le monde, peut-être à 125 francs, 200 francs parce que les gens n'ont pas de moyens, c'est facile. Quand vous les avez accompagnés comme ça, de leur exiger en retour de respecter ces mesures. Mais vous ne les avez pas accompagnés. Vous avez la société adjudicatrice d'énergie, la société que je ne vais pas nommer ici, Eneo. Vous avez la société d'eau. Est-ce que pendant cette période, on leur a dit d'accord, on vous subventionne ou alors on vous fait un rabattement fiscal, même si c'est ne serait-ce que de 5%, pour que durant cette période de confinement, cette période de Covid, d'épidémie, que voilà, votre taxation soit revue à la baisse. Donc à partir de ce moment-là, quand ces mécanismes ne sont pas mis en place, il est difficile d'employer la main de fer. Parce que c'est une chose de vouloir être discipliné, ça n'est toute une autre de mettre en place les mécanismes qui conduisent à la discipline. Je voudrais qu'on dise un mot à présent sur l'implication des leaders politiques. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait appelé tous les acteurs, les forces vives de la nation dans son discours le 19 mai dernier, à faire chorus autour d'un combat, celui justement de la lutte contre le Covid-19. Comment vous appréciez l'implication des acteurs politiques que vous êtes dans cette lutte? Est-ce qu'elle est suffisamment efficace? Est-ce qu'elle est même présente? Ben écoutez, c'est difficile dans un contexte comme le nôtre, parce que, je dis, on peut demander aux acteurs d'accompagner, mais au Cameroun, bon, la subvention des partis politiques, elle représente quoi? C'est là toute la question. Donc, un parti politique a vocation à aller à la tête de l'État. Bon, il peut avoir une branche sociale. De toutes les façons, au niveau du PEA 48, nous avions créé depuis fort longtemps le comité Solidarité et Fraternité. C'est un comité en interne qui est appelé à gérer l'aspect social. Et ça fait que, voilà, nous sommes au chevet de nos compatriotes. C'est comme ça qu'on a offert des cache-nez à certains de nos compatriotes désœuvrés, parce qu'on a estimé que, voilà, c'est la moindre des choses de compatir. Vous savez, si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne le sera pas dans les grandes. Maintenant, comment les autres acteurs prennent la chose, je dis simplement... Est-ce que vous sentez une implication, Pandol, des acteurs politiques dans ce combat aux côtés du gouvernement? Ben, j'estime que jusqu'ici, beaucoup font du mieux qu'ils peuvent. Même si quelquefois il y a des malentendus, il y a des incompréhensions, il y a des couacs qu'on observe tous. Mais je dis, la majorité d'entre eux ne sont pas insensibles à ce qui se passe. Seulement, on peut décrire le manque de moyens. Parce que je dis... pour aller faire des dons aux populations, aller donner des gels
hydroalcooliques, aller offrir des cache-nez. Il faut bien avoir les moyens de sa politique. Ce que tous les partis au Cameroun n'ont pas. Parce que vous savez, la loi interdit l'appel de fonds à l'extérieur. Et sur place, les hommes d'affaires, pour peu qu'ils essaient de faire des dons aux partis politiques, ils sont stigmatisés, ils sont tensés. Donc, les partis doivent se débrouiller avec les cotisations, les contributions des membres, des membres qui sont eux-mêmes démunis. Donc, ce n'est pas toujours ça. Alors, je dis donc, le gouvernement donc, qui prend tout sur lui, ben écoutez, c'est normal qu'il assume. Et nous attendons donc de lui qu'il soit véritablement au chevet de la population. Nous apprécions ce qu'ils font, mais nous disons peut mieux faire. Voilà. Et il y a une certaine condescendance. C'est-à-dire que des fois, on se dit, on argue le peuple, c'est comme si on a affaire à un peuple mendiant, mais nous disons non, il faut respecter le peuple. On est autorité, on est homme d'État que parce qu'il y a le peuple. Sans le peuple, on n'est rien. Donc je dis donc, parce qu'on gouverne pour le peuple, si la pandémie décime tout le peuple, vous êtes autorité par rapport à quoi? Parce qu'on est par rapport à l'autre. Que faut-il ajouter, Pandal, dans cette stratégie gouvernementale de lutte contre le Covid-19 pour le rendre plus efficace sur le terrain, à votre avis? À mon avis, il faut subventionner les secteurs sociaux les plus urgents, à savoir l'énergie, l'eau, la santé. Il y a les firmes pharmaceutiques, on peut les accompagner. On dit, bon voilà, ok. Et encore, il y a un militant qui me posait la question, je crois, ce matin. Il m'a dit, mais président, avec le Covid-19, on nous a dit que l'État prend en charge tous les malades du Covid-19. Bon, la prise en charge représente quelle quote-part financière? Donc, ils avaient la capacité de prendre en charge certains Camerounais, mais alors depuis, pourquoi ils n'ont pas mis en place l'assurance maladie pour la couverture sanitaire? Fallait-il attendre le Covid-19? Donc, moi, je dis, sans fioriture, sans verser dans la démagogie, dans le dilatoire. Parce que vous dites bien que quand vous n'êtes pas aux affaires, des fois, vous pouvez tenir des propos qui peuvent être mal perçus. On se dit, bon, c'est parce qu'il n'est pas aux affaires, il veut faire la langue de bois. Mais oh que non. Je suis pour eux, je suis connu comme étant celui qui dit ce qu'il pense. Et j'estime donc qu'à un moment donné, il faut subventionner les secteurs sociaux primordiaux. Comme ça, dès qu'ils sont subventionnés, même si c'est à titre symbolique. Comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, on ait mis en place un comité? Dans ce comité, pour sauver, alors au chevet de 25 millions de Camerounais, on a voté comme budget d'entrée de jeu un don d'1 milliard de francs de la part du chef de l'État. On a demandé aux opérateurs économiques, au secteur privé d'accompagner, de soutenir. On nous a dit ce que le chef de l'État a donné, on ne nous a pas dit ce que les ministres ont donné, ce qui s'engraisse sur le dos du contribuable, parce que c'est nous, c'est le contribuable qui les nourrit, qui les paie à la fin du mois. On ne nous a pas dit combien chaque ministre a donné. On demande aux opérateurs économiques de donner, d'accord. Vous êtes au courant pour vous relancer sur cette question que l'ordonnance du 3 juin du président de la République prescrit une transparence dans la gestion du fonds de solidarité. Oui, mais on sait combien de textes sont signés au Cameroun et après dans le suivi, c'est pas toujours ça. Le plan d'urgence triennal, jeune, tout ça, c'est passé par où? Il y a beaucoup de décrets qui sont signés, après il n'y a pas de suivi. Après, ça reste des effets d'annonce. Je voulais dire, pour le décrier, que pour sauver 25 millions de personnes, on a voté un budget on a commencé par 1 milliard. Mais pour offrir le bien-être à 180 élus, nous n'avons rien contre. Mais c'est seulement l'opportunité, le moment. En pleine crise du Covid-19, en pleine pandémie, on vote quand même 4 milliards 100 millions pour offrir des véhicules à 180 élus. Quelque temps après l'octroi de ces subventions, il y a 3 qui démissionnent. Est-ce qu'ils sont partis avec ces subventions? Est-ce qu'ils les ont remis? Je m'interroge. Donc, quelle était l'opportunité d'aller offrir ces véhicules flamboyants? On n'a rien contre, hein, loin s'en faut. Il faut qu'on nous traite ici des gris. Mais nous estimons que la priorité étant le peuple, on aurait pu commencer par dire, ok, on devrait vous donner 100 francs, commencer par prendre 50 francs. Donc, là, vous donnez 4 milliards, prenez d'abord 2 milliards. L'autre 2 milliards peut permettre de subventionner la production de gel hydroalcoolique. Vous voyez, c'est contagieux, j'ai envie de dire gel hydroélectrique. Donc, à côté de ça,
On peut subventionner la production de cache-nez auprès de la SICAN et autres. On peut subventionner, on peut voir même comment faire un rabattement fiscal auprès des importateurs de denrées de première nécessité et comme ça permettre au peuple de souffler. Mais vous remarquerez, M. Yves Sanjo, que quand la pandémie a commencé, les prix de denrées, au lieu de décroître sur le marché, se sont plutôt accrus. Les prix sont carrément passés du simple au double. On leur a dit que le citron contribuait au traitement du Covid. On a vu les boissons, on a dit oui, il faut boire une boisson à base de gingembre, de citron, de ci, de ça. On s'est retrouvé en train d'acheter un citron sur le marché à 300 francs CFA. Le ministère du Commerce est passé pour garantir le contrôle des prix. Donc c'est tout ça que nous pouvons décrier. Et peut-être le régime va nous dire qu'il n'est pas assez informé. Donc quand on a des plateformes, on a des opportunités, des tribunes comme celle-ci, je remercie d'ailleurs votre PDG, c'est M. Dieudonné Vin. Je loue l'initiative, c'est encouragé. Et je pense que de plus en plus, il faut encourager les fils de la République qui investissent. Vous êtes des jeunes qui l'emploient et ça contribue à faire reculer le chômage. C'est tout ce que nous souhaitons. Un mot sur cette fièvre pneumonique. Le gouvernement a instruit l'enterrement des morts du Covid-19 dans les localités respectives où les décès ont été constatés, foulant aux pieds les principes ancestraux liés aux obsèques dans nos communautés. Vous vous suggérez d'exhumer les corps des victimes du coronavirus en cas d'accession prochaine à la magistrature suprême, bien évidemment. L'instauration d'une journée d'exhumation des morts du Covid-19 pour les offrir une sépulture digne. Vous restez visiblement, Pondol, vague sur l'exhumation express qui a cours en ce moment au Cameroun. Quelle est réellement votre position, Pondol? Êtes-vous favorable à l'enterrement express des dépouilles du Covid-19 au Cameroun en cours à l'heure actuelle? Monsieur Sanjo, ça dénote encore de ce que je disais tantôt, une certaine incohérence dans la gestion de cette pandémie. Quand on prend sur soi, le régime prend d'enterrer à la va-vite ces victimes du Covid-19, ça se fait aux frais du contribuable. Mais, monsieur Sanjo, l'encours de notre dette au 31 décembre 2019 se chiffrait à 8 650 milliards. Nous avions 6 671 milliards pour la dette externe. Nous avions 1 979 milliards pour la dette interne. En 2020, nous sommes passés à 7 494 milliards au 31 avril. Allez-y. Nous sommes passés à 7 494 milliards au 31 avril, soit 38,3% de notre PIB. Nous savons tous que la soutenabilité de la dette est de 70% du PIB, M. Yves Sanjo. Donc maintenant, quand on subventionne, dit-on, ou alors on prend en charge le traitement du Covid et qu'on a des compatriotes qui disent qu'on leur a demandé de l'argent pour le scanner, les hôpitaux vous disent que le scanner ne leur appartient pas. Il appartient à qui? Est-ce que ça veut dire que l'État traite avec des sociétés privées, alors des opérateurs privés qui viennent déposer les scanners dans nos hôpitaux? Je m'interroge. Il ne faut pas faire la solidarité sélective ou partielle. Ou on va enchever les populations de les aider, de faire une prise en charge, qu'elle soit totale. Mais vous avez des compatriotes qui arrivent dans les hôpitaux, on leur dit oui, on va vous soigner, on vous prend en charge, mais vous devez payer 80 000 francs pour un scanner. Quelquefois même, on vous dit c'est pas possible, il faut attendre. Donc, ça dénote d'une certaine incohérence, d'une certaine incompréhension. Maintenant donc, au moment où on décide d'inhumer à la va-vite les victimes du Covid-19, est-ce que le corps des médecins, l'ordre des médecins a établi un rapport selon lequel il était dangereux de conserver une dépouille pendant 48 heures ou plus d'une victime de Covid-19? Est-ce qu'ils ont dit le fait de déplacer une victime de Covid-19 de son lieu de décès vers son lieu d'inhumation posait problème ou accroissait des risques de contamination? Je ne sais pas les rapports que le régime, l'État a. Mais ce que je dis, c'est donc que nous sommes des bantous. On respecte les défunts. On est pour la paix sociale, vous avez dit tout à l'heure, en cas d'accession à la magistrature suprême. Moi, je ne dirais pas en cas, je dirais dès notre accession à la magistrature suprême.
on en parlera tout à l'heure, je dis, quand on entre en politique, on crée un parti, c'est pour accélérer la tête de l'État, c'est pas pour jouer les figurants, les marionnettes ou pour être un applaudimètre. Donc je dis donc, en tant que dans tout, parce que la vie est sacrée, parce qu'on respecte les défunts, parce qu'on veut donner demain à nos compatriotes de se recueillir sur les tombes de leurs défunts, de leurs proches, nous allons donc instaurer une journée nationale d'exhumation, de transfèrement de dépouilles, pour que justement, ces dépouilles qui sont inhumées aujourd'hui à la va-vite puissent reposer en paix dans les lieux qui sied à leurs ayants droit, à leurs héritiers, à leurs familles. Parce que le rôle d'un politique aussi, c'est pas seulement de monter au créneau, de dénoncer, de dire non, c'est pas normal, patiti patata, non. Mais quand vous le faites, il faut proposer une alternative. On peut pas juste venir dénoncer, parce que monsieur Yves Sanjo, voyez-vous, le fait de le faire permet à nos populations peut-être de ne pas se lever. Imaginez un peu. Parce que vous êtes compte qu'on a éliminé votre père au bois de singe ou bien comme ça, à la va-vite, ça emprunte à créer des malaises sociaux. Donc si une famille se lève pour dénoncer ça, peut-être dans les affrontements, un membre de force de l'ordre est blessé, voyez ce que ça peut entraîner. Donc pour dire aux populations, en politique, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, soyez zen. Aujourd'hui supporté, demain on trouvera une solution. Et c'est dans cette démarche que nous évoluons, la politique propositionnelle. Très bien. Vous parliez d'une journée d'exhumation des dépouilles du Covid-19. Nous sommes en pleine crise sanitaire. C'est une vérité de la palisse, Pandol Jean Margos. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec une telle déclaration, l'on vous catalogue et on estime à la fin que le Pandol semble, comme malheureusement certains leaders politiques, utiliser le Covid-19 à des fins politiciennes? Déjà que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un politicien, je suis un leader politique. Vous avez les politiciens, vous avez les politicards, vous avez les leaders politiques. Un leader politique, quelle est la différence? Un leader politique est un homme d'État qui pense à la société après lui, qui ne pense pas à la société le temps d'un mandat, le temps d'une élection. Un politicien verse dans le dilatoire, dans la démagogie, dans les opportunismes, dans les bisbilles de bas étage, quelquefois sur le dos du peuple. La manipulation et tout ce qu'on peut décrire, tout cet art qui mène le monde de la politique aujourd'hui. Donc je me refuse d'être un politicien, je me refuse d'être un politicard, je suis un leader politique. Et partant de ce postulat, j'estime que mon rôle est d'apporter des solutions. Maintenant, ça peut être diversement apprécié. Monsieur Sanjo, vous savez, on ne peut pas empêcher la pensée de se balader. Même Dieu a créé l'humanité, il n'a jamais fait l'unanimité. Dans le jour où vous commencez à faire l'humanité, surtout dans un pays comme le nôtre, où on est toujours enclin à jeter l'anathème à l'autre, le jour où vous commencez à faire l'unanimité, c'est qu'il y a un sérieux problème. Donc c'est dans les dénonciations, c'est dans les récriminations de l'autre qu'on doit sortir le meilleur de nous. Vous êtes sans ignorer, monsieur Yves Sanjo, que tout ce qui a une valeur sous le soleil, je parle ici des métaux, je parle des minéraux, je parle du pétrole, je parle de tout ce qui est important, l'argent et autres, vient de la boue. Alors, le principe des 46, des Kamakra, le principe du leader que je suis, c'est d'aller sortir la boue, le meilleur de la boue que peut constituer toute situation. C'est de sortir le meilleur de la boue de chacun d'entre nous. Donc, c'est de cette boue qu'on doit amener le meilleur pour améliorer notre société. Parce que je dis, quand vous avez un ami, un compagnon, un compatriote, n'attendez pas de lui la perfection parce qu'elle n'est pas de ce monde. Mais prenez le meilleur pour améliorer votre vivre ensemble. Parce que notre destin collectif, jusqu'à preuve du contraire, s'appelle Cameroun. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de nous? Pour ma part, j'aimerais qu'on retienne de moi quand je serai parti l'image d'un homme qui a passé les 9 dizaines de son temps à se battre pour les autres. C'est pour ça qu'hier, quand j'ai nourri de 7000 jeunes avec ma fortune, j'ai entendu les gens dire que c'est le couple présidentiel qui m'a donné de l'argent pour le faire. Les mauvaises langues ne se gênaient pas à instrumentaliser ça, jusqu'au jour où je leur ai dit, et je le répète toujours devant vos caméras, vous pensez que le couple présidentiel va laisser tous leurs neveux et autres là pour venir me donner l'argent hors caméra? On a vu dernièrement, on fait des dons de seaux, de savon dans nos localités, vous bazardez ça à la télévision pendant 2 siècles. Alors, dites-moi ce que j'avais fait pour qu'on me donnasse des milliards et que je ne sorte pas devant vos médias, que je ne marge pas, il n'y a aucune décharge nulle part, aucune traçabilité. Mais si quelqu'un m'a donné un jour 100 francs pour aller m'occuper des Camerounais, qu'ils le disent ici maintenant. Mais maintenant, je vais finir en disant, je vais chuter par là, en regardant votre caméra. Si un jour, un mortel
pas seulement au Cameroun, mais les ONG à l'extérieur, m'a donné un radio pour aller m'occuper des Camerounais, des jeunes déshérités que je porte terre à cœur par amour pour l'autre, pour les Camerounais. Si quelqu'un m'a donné un jour 100 francs, j'appelle la lèpre sur toute ma descendance, que mes enfants soient lépreux sur 1 milliard de générations. Et comment je vais sortir d'ici, que mon véhicule ne me ramène pas sur Douala. Bandol Jean-Marc Ngos, j'aimerais que vous nous dites ce que vous pensez des solutions endogènes pour combattre cette pandémie encouragée par le président de la République dans son discours le 19 mai dernier. Entre autres solutions, j'invite nos compatriotes, je sais que ce n'est pas toujours facile, c'est dur, mais je les invite à tout mettre en œuvre pour justement respecter les mesures barrières qui sont prescrites. Je suis dans votre studio, M. Yves Sanjo, vous voyez, j'ai mon cache-nez là. Quand je sors d'ici, je le remets. Si vous arrivez dans vos locaux tout à l'heure, vous aviez vous appelez ça comment? Le gel hydroalcoolique et le truc de température. Vous appelez ça comment? Le thermoflash. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Nous disons donc à nos compatriotes, le Covid-19 est une réalité. Et les morgues sont pleines. Nous demandons à ceux qui ont... ceux qui ont des doutes, je leur demande, parce que je viens de Douala, de faire un tour aux urgences de l'hôpital à Kentine. Ils vont tomber des nues. C'est une réalité. Alors, nous disons donc jusqu'ici, le gouvernement prescrit des mesures. Il faut que nos compatriotes, même si le quotidien est difficile, ben, qu'ils se disent que demain sera rose. Qu'ils se disent que voilà, c'est pas parce qu'on a dormi à faim aujourd'hui qu'on n'aura pas à manger demain. Et je demande maintenant qu'on encourage tous ces chercheurs-là qui ont proposé des solutions, qui ont proposé des traitements, qu'on mette à contribution la pharmacopée, la médecine traditionnelle. Nous, dans notre projet de société, nous avons élaboré hier le projet AMOR. AMOR, c'est l'assurance maladie obligatoire, universelle, responsable et républicaine, comme le mot AMOR. Avec le mot AMOR demain, tous les Camerounais ont annuellement une carte d'assuré maladie qui va coûter 4 000 francs de l'an. Alors, par rapport à votre statut social, vous contribuez 500 francs mensuels si vous êtes sans emploi. Si vous êtes mineur, étudiant, vous contribuez 500 francs, moins d'$1 à peine. Si vous êtes une personne en mobilité réduite, parce qu'on a des compatriotes qui sont handicapés en mobilité réduite, vous cotisez 250 francs. Si vous avez une source de revenus formelle ou informelle, vous cotisez 2,5% de vos revenus. C'est-à-dire que si vous touchez 100 000, vous cotisez 2500. Si vous avez des revenus d'1 million, vous cotisez 25 000. Une fois donc que c'est fait, je vais dans l'approche quantitative. Dès que vous l'avez fait et que vous tombiez malade, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans le centre hospitalier de votre choix, en charge de la maladie ou de la pandémie dont vous souffrez. À ce moment-là, on aura des membres de la société d'assurance sanitaire. Je les ai d'ailleurs nommés récemment dans mon shadow cabinet. Je les salue ici. On vous prend en charge, on vous fait le diagnostic, on regarde, et on consigne ça dans le database de base de données de la société d'assurance sanitaire. À partir de ce moment, M. Yves Sanjo, si vous entrez dans l'aspect quantitatif, on se rend compte que voilà, pour 20 millions d'assurés maladie, on prend le ratio de 1000 francs par assuré, parce que Jacques a cotisé 25 000, parce qu'il a 1 million de retraite. Antoine a cotisé 100 000 francs, parce qu'il a 2500, parce qu'il a 100 000 de revenus. Agnès a cotisé 500 francs parce qu'elle est sans emploi. Suzanne a cotisé 250 francs parce qu'elle est handicapée. Mais si on prend donc le ratio de 1000 francs pour tous les assurés, par 20 millions, ça fait 20 milliards de francs CFA de recettes mensuelles. Quand on additionne ça, on multiplie ça par 12 mois de l'année, ça fait très exactement 240 milliards. 240 milliards. Ensuite, vous avez pris en compte le produit intérieur brut d'habitants? Bien entendu, M. Sanjo. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'au Cameroun, avec 300 000 francs, je dis bien 300 000, une bonne maladie vous tue. Mais nous vous disons donc que demain, vous n'avez pas d'emploi, vous êtes sans emploi, vous cotisez 500 francs. Donc pour 12 mois, ça fait 240 milliards. Quand on ajoute à ça 80 milliards, issus des cartes d'assurés annuels, parce que vous avez une carte d'assuré annuelle qui coûte 4 000 francs, pour 20 millions d'assurés maladie, ça fait 80 milliards de francs CFA. Alors 20 milliards, 80 milliards adjoutés à 240 milliards, ça fait une masse monétaire de 320 milliards qu'on a amassé et les Camerounais sont en santé. Parce que les centres hospitaliers, dès qu'ils ont fini de vous traiter, ils déposent les factures auprès de l'ACS, de la SAS, pour être réglés dans les 10 jours. Pourquoi 10 jours? Parce que justement les grossistes
pharmaceutiques sont réglés par les pharmacies tous les 15 jours. Donc il faut donc régler les pharmacies à temps pour qu'elles règlent les grossistes. Si vous ne faites pas ça, vous coupez la chaîne. Et maintenant, quand on a amassé 320 milliards, M. Yves Sanjo, je vais chuter par là, vous vous rendez compte qu'en regardant le budget sanitaire, selon les statistiques de l'INS, sur les 2 exercices budgétaires passés, il se chiffrait à 153 milliards. Donc avec 320 milliards, les Camerounais sont en santé. Et pour qu'un centre hospitalier soit pris en compte, il doit avoir obligatoirement en son sein un pavillon en charge de la médecine traditionnelle. Très bien. Et je vais d'ailleurs dire à ceux qui ne le savent pas, à l'OMS, ils ont une unité spécialisée dans la médecine traditionnelle. Mais chez nous, elle est stigmatisée. Face aux dégâts collatéraux de cette crise sanitaire, l'État a dû revoir ses prévisions budgétaires. L'ordonnance, je l'ai indiqué, du 3 juin 2020 annonçait d'ailleurs les couleurs. Une loi rectificative du budget 2020 est en cours et sera soumise à l'approbation des parlementaires. Mais il y a des chiffres qui filtrent. 60 milliards de francs CFA d'économies déjà réalisées. Les secteurs sociaux, dits sociaux, sont finalement ceux qui auront plus d'enveloppe budgétaire, notamment les affaires sociales, la santé, pour ne citer que ces cas-là. Vous avez au moins eu cette actualité, vous avez eu vent de cette actualité, vous avez le sentiment qu'on s'achemine progressivement vers une réelle volonté gouvernementale de réduire le train de vie de l'État? Monsieur Yves Sanjo, le Cameroun est un pays exceptionnel et un Cameroun un pays parfois plein de paradoxes. Réduire le train de vie, et tout à l'heure je vous parlais de 4 milliards qu'on donne aux élus, donc ça laisse interrogateur. Vous savez, je me méfie souvent. Si c'est prévu. Je me méfie, oui, je dis encore. Mais vous dites bien, vous me parlez bien, vous parlez bien. Pour vous relancer là-dessus, Pondol, est-ce que la survenance d'une pandémie empêche le fonctionnement des institutions? Non. Ça n'empêche pas, mais je vous dis bien qu'il y a un cas de force majeure. Sinon, pourquoi faire un correctif budgétaire? Pourquoi revoir le budget à la baisse de 11%, soit 542 milliards quand même? C'est pas anodin. Mais moi, je vous dis, et ce n'est pas l'homme politique qui parle ici, c'est le citoyen lambda. Je me méfie des effets d'annonce au Cameroun. Souvenez-vous qu'il y a peu, on nous a dit qu'on a reçu un rabattement de la dette de la part de la Chine à hauteur de 3 000 milliards. Quand on nous l'annonçait, notre dette extérieure se chiffrait à 6 500 milliards. D'accord? Ça veut dire que notre taux d'endettement devrait en principe partir pour la dette extérieure de 6 500 à 3 000 milliards. Ce n'est donc pas normal qu'aujourd'hui on nous parle de 7 494 milliards de dette extérieure. Soit, je dis encore, 38,3% du PIB. La soutenabilité de notre dette est de 70% dans la sous-région. Ça veut dire que dès que vous êtes à 70%, vous n'êtes plus crédible sur le marché financier. 38%, on a une marge de 40%. Je vous rappelle qu'en 2006, M. Yves Sanjo, nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. On a demandé aux Camerounais de serrer la ceinture, on a fait des coupes salariales, on a atteint le point d'achèvement, les salaires n'ont pas été relevés. Pour que, voilà, en récompense, qu'on soit à leur chevet, les fonctionnaires ont coupé leur salaire. Après, la corruption est ambiante. Parce que vous avez quelqu'un qui vit avec 300 000 francs. Il payait la maison, machin, du jour au lendemain, se retrouve avec 150 000. Pour combler ces fins du mois, il est obligé de verser dans la corruption, de verser dans toutes ces pratiques d'anti-valeurs, ces pratiques qu'on peut décrier. Donc maintenant, on atteint l'initiative d'achèvement PPTE, notre dette est retombée à 0%. Entre 2006 et 2020, soit 14 ans plus tard, on a 7 494 milliards de dettes extérieures. 1 979 milliards, autour de 2 000 milliards de dettes intérieures. Monsieur Sanjo, alors, les Chinois nous ont fait un rabattement de dette de 3 000 milliards. C'est allé où? Ou alors, est-ce que c'était un enfumage pour qu'on les laisse, qu'on justifie la prise de nos terres à l'est du Cameroun au détriment des populations riveraines? Je m'interroge. Alors, n'ayant donc pas toutes ces données, ce que nous faisons dans au quotidien, c'est de peaufiner notre projet de société, améliorer notre offre politique, affûter nos armes pour que justement demain, nos compatriotes discernent le bon grain de livre. On parlera de ces offres-là, on va dire 2 mots rapidement, ce sera en 5 minutes. Le premier, sur la déconcentration.
au Cameroun. Vous avez l'impression qu'il y a une réelle volonté? J'évoquais tout à l'heure le cas justement des sous-préfets qui ont été habilités par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative à poser quelques actes qui vont favoriser les Camerounais qui sont candidats aux concours administratifs. Mais dans le fond, vous avez le sentiment qu'il y a une réelle déconcentration au Cameroun? Dans le fond, j'ai envie de dire à bien faire, peut mieux faire. D'accord. Vous savez, on peut ne pas partager le même point de vue sur la conduite des affaires de l'État. Oui. Mais on doit récuser la calomnie, le dilatoire, le mensonge, les haines comme mode d'action politique. Alors, nous disons donc, nous observons, nous, quand on dit on a déconcentré, on responsabilise les sous-préfets, c'est bien, ça traduit peut-être une certaine volonté de faire, mais il faut être réaliste. Nous avons les nouvelles technologies qui sont apparues simultanément dans le monde. Pourquoi ne pas informatiser le système biométrie, instaurer la biométrie, informatiser le système, numériser le système d'octroi de diplômes, de la délivrance de l'acte de naissance au Cameroun? Pourquoi? Parce que voyez-vous, monsieur Sanjo, avec un ordinateur central, on est obligé d'aller chez le sous-préfet. En un clic, on a la réponse idoine. En un clic, on sait que tel est né à tel endroit. Voilà, on veut l'extrait de l'acte de naissance. Voilà ça. Et ça va vite. Donc, il faut qu'on prenne en compte les nouvelles technologies, qu'on prenne en compte l'intelligence artificielle. Il y a des jeunes au Cameroun qui sont dans les nouvelles technologies. Nous y sommes. Il y a des jeunes qui pensent, qui créent. On a des compatriotes au sein de la diaspora. Je vous rappelle qu'aujourd'hui en Europe, l'un des génies de la biométrie est un Camerounais installé en Allemagne. Il travaille avec divers pays dans le monde, sauf avec le Cameroun. Pourquoi? Parce que quand il va venir, on va lui demander le pot de vin. Est-ce que c'est ce Cameroun qu'on attend? Parce que quand il va venir, on va regarder sa tribu, on va dire il est de telle tribu, on va lui fermer les portes. C'est un gars du Nord. Mais quand il va établir un travail pour le bien-être des masses, est-ce que sur votre document, quand vous allez l'imprimer à partir de votre ordinateur, il sera dit oui, ne l'imprimez pas parce que ça a été fait par un nordiste? Le Cameroun a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Donc je dis dans le régime actuel, vous faites bien avec les réalités de votre temps, mais vous pouvez mieux faire. Donc moi, en tant qu'acteur politique, je leur donne des solutions. Très bien. Je ne veux pas qu'on dise que ça vient de moi. Je veux que le peuple retienne que je suis à son chevet. Si ça peut permettre d'améliorer son existence, d'accroître son bien-être, ben écoutez, je m'en trouverai ravi. Pendant Jean-Marc Gorson, on va parler à présent d'alternance politique au Cameroun. Sur cette question, certaines formations politiques mettent en garde contre le gré à gré au sommet de l'État. Quel est votre sentiment sur cette posture? Et puis, à votre avis, quels sont les mécanismes d'alternance politique au Cameroun, vous qui aspirez à cette fonction? Monsieur Sanjo, je vais peut-être décevoir certains. J'ai pour principe de parler de ce que je sais. Je n'aime pas parler de choses que je ne connais pas. Alors, dans un État, vous parlez bien de l'État, vous parlez bien d'une république qui a des lois. Gré à gré, c'est une république bananière. Le Cameroun a des mécanismes qui garantissent l'alternance jusqu'à nouvel ordre. En cas de vacances du pouvoir ou en cas de démission du chef de l'État, la loi a prévu les mécanismes idoines. Donc je vois mal, peut-être quand vous faites parler de gré à gré, vous voyez un groupe de personnes tapis dans l'homme qui disent voilà, maintenant le chef n'est plus là, ou il est fatigué, ou il est décédé, ben on fait même bas sur le pouvoir. Non, les Camerounais ne l'accepteront pas. Ils sont peut-être résilients, mais ils ne sont pas dupes. Vous savez, le chef qui est là, c'est notre patriarche. On peut ne pas l'aimer, je dis encore, on peut ne pas aimer le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il court vite. Nous sommes des bantous. On respecte les aînés, on respecte le chef. Vous voyez, à l'ouest du Cameroun, vous ne pouvez pas vous lever contre le chef. Au nord du Cameroun, vous ne pouvez pas vous lever contre le lamido. Chez nous, vous ne pouvez pas vous lever contre le bonbon, parce que pour peu qu'il vous montre son doigt, vous avez un problème. On est en République, certes, mais la République est un syncrétisme de féodalité. Alors, si on respecte dans le chef de village, à plus forte raison le chef de l'État, je parle de respect, je ne parle pas de crainte ou de peur. Et un chef ne doit pas faire peur, il doit rassurer ses compatriotes. Donc je dis, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais à un moment donné, il faut se dire que tout ce qui commence a une fin. Il y a un temps pour toute chose. Il va partir et la loi a prévu des mécanismes. Nous sommes résilients, on le laisse. Mais dites-vous bien, à la dernière élection, pour preuve en 2018, il a fait 71% de 3 450 000.
selon les chiffres de l'ECAM, les chiffres sortis des urnes, ce qui représente très exactement 2 443 000 voix sur 25 millions d'habitants. Oui. Alors, vous avez donc 3 450 000 Camerounais, encore qu'on ait 28 millions, voire même plus. Mais vous avez les chiffres du législateur. Prenons-les. 3 450 000, je suis à l'analyse statisticienne, les statistiques. Il y a 21 550 000 qui ne se sont pas encore prononcés politiquement. Ouais. Alors, au sortir de ces élections, le deuxième a 14%, ce qui représente très exactement 483 000 voix. Le troisième a 6%, ce qui représente 207 000 voix. Le quatrième a 3%, ce qui représente 100 000 voix. Alors, pour 21 millions et demi qui attendent, pendant 6 millions et demi qui ne sont pas en majorité électorale, qui n'ont pas atteint l'âge de vote, vous avez moins 15 millions de Camerounais qui ne se prononcent pas encore politiquement. Pourquoi? Oui. Ils attendent le bon leader, oui, le bon projet de société, le bon timing, l'homme intègre. Vous parlez de l'alternance. Aujourd'hui, le Cameroun n'a pas besoin d'alternance, il a besoin d'alternative, parce que c'est un système. Le problème aujourd'hui au Cameroun est systémique. Il n'est nullement intuitif personnel, il n'est pas individuel. Oui. Autrement dit, vous déshabillez Saint-Pierre, vous habillez Saint-Paul, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. On n'a pas besoin aujourd'hui d'un héritier de ce système, on a besoin d'un système alternatif. Parce que le problème aujourd'hui n'est pas individuel, je le dis encore. Donc si, d'aventure, une des excroissances de ce système venait à vouloir aller conduire au destiné des Camerounais sans leur aval, écoutez, trouveront le peuple debout et on sera là pour dire stop, nous sommes en République. Vous définissez, le peuple est souverain. Vous définissez comme un leader politique. Tout à fait. Sur la partie observée aujourd'hui, les différences généralisées qu'on peut d'ailleurs constater à travers le taux de participation aux multiples consultations électorales récentes, présidentielles mais également municipales et législatives. Quelle est votre responsabilité en tant que leader politique dans ce que certains qualifient d'ailleurs d'échec en termes de participation? Monsieur Yves Sanjo de Lamartine disait « Un peuple sans âme est une vaste foule. » Quelle est l'âme du peuple camerounais au jour d'aujourd'hui? Ces acteurs politiques, ces politiciens, ont quelle vision? Ils ont quelle idéologie, ils ont quelle doctrine qu'ils présentent au peuple? Ils font du copier-coller. Alors, Oumyebe disait ceci en 1957 dans Constant d'unité politique. Il faudra redonner au peuple camerounais les moyens d'espérer, mais tout en lui présentant des options claires pour son avenir. Pour cela, il faudra la vérité. Oui, car en politique, il faut aussi la vérité, même si elle blesse et déplaît. Car on ne saurait bâtir l'avenir d'un peuple dans les mensonges. Il dit quand cela sera fait, oui, alors quand cela sera fait, l'alternance se fera porteuse d'alternatives. Présenter les options claires veut dire quoi, M. Yves Sanjo? Vous dites aux gens, vous n'avez pas d'électricité, voilà le mécanisme. Nous, au PA 48, en plus des sociétés adjudicatrices d'eau et d'énergie, encore qu'une fois aux affaires demain, nous entendons renationaliser dans ces domaines, nous entendons revoir le cahier de charges qui nous lie à ces opérateurs économiques-là. On se réjouit du fait que voilà, la CDE soit redevenue camerounaise depuis pas mal de temps. Oui. La Camerounais est là. Alors, à partir de ce moment, nous avons créé la société des forages et d'énergie que dirige dans notre shadow cabinet M. Mohamedou Mumbaya. Parce que le shadow cabinet, voyez-vous, en politique, c'est le gouvernement de l'ombre. Il est en politique ce que le business plan est en affaires. Nous avons donc nommé des gens qui doivent assumer les charges demain une fois aux affaires. Alors, je dis donc, si vous n'avez pas présenté des options claires aux gens, vous ne leur dites pas comment demain ils vont accéder au plein emploi. Pourquoi voulez-vous qu'ils vous se lèvent? Encore que, M. Yves Sanjo, pour sortir de là, les leaders ne font pas preuve d'intégrité, ils font preuve d'opportunisme, ils font preuve de prostitution politique. Ils vont d'une incohérence à une autre. Je vous mets au défi, je mets le Camerounais au défi. Vous avez quelques noms à nous donner ce soir? Je ne cite jamais les contemporains. Le jeu des maîtres sorciers, on ne cite pas l'autre. Encore que je respecte mes compatriotes. Chacun parmi ces personnes se reconnaîtra. Ils ont des supporters, ils ont des gens qui croient en eux. Je ne voudrais pas être méprisant parce que je suis une podole. Je suis appelé à être le prochain chef du Cameroun demain. Je dois pouvoir rassembler de tous les bords. Parce que le Cameroun se fera avec tous les Camerounais, sans exclusive, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Quand je dis ça, c'est parce que je fais confiance à la capacité de discernement des Camerounais qui seront discernés dans l'univers. Je ne veux pas dire aux gens comment demain ils vont accéder au plein emploi parce qu'annuellement on va créer 200 industriels. Imaginez 200 industries que vous créez chaque année. 200 boîtes comme, je prends un exemple, comme ça je ne veux pas faire de publicité.
200 industries comme Nestlé, comme, je sais pas moi, comme la Guinness ou bien comme à l'UQAM. Imaginez 200 que vous créez comme ça. Imaginez 200, faute ce Victor de retenir moi, peu à son âme, que vous créez 200 industriels chaque année. C'est énorme. Et ils ont le devoir d'employer 95% de Camerounais, parmi lesquels 70% de jeunes. Et ils ont le droit d'employer 5% de main-d'œuvre étrangère. Donc je suis pour dire que tant que les dirigeants ne font même pas preuve d'intégrité, font preuve d'opportunisme, à un moment donné, le peuple est lassé, il ne croit plus au discours des politiques. Raison pour laquelle, pour chuter, je dis ce soir aux Camerounais, j'ai refusé à 2 reprises d'être ministre sous ce régime. Parce qu'André Malraux disait tout régime pour tout ce qui l'approche. Je prends à témoin ici, déjà là je peux citer un nom, monsieur Hervé Ménard-Bapou, il m'a dit dernièrement, lui on voulait que tu entres au gouvernement machin d'exemple. À l'époque en 2007, c'était avec Pascal Luméo, j'ai reçu des équipes du cabinet civil, je leur ai dit, allez dire au chef de l'État, de faire ci, faire ça, l'université Bamenda, le port de Limbé, à l'époque il n'y avait pas de crise anglophone, goudronner la route comme Bama fait, j'ai fait des propositions. Récemment encore avec l'affaire Mida, je leur ai dit quand ce sera fait, revenez me voir. Je ne suis pas contre le régime, je ne suis pas pour lui, je note ses failles, je corrige ses erreurs. Et je dis au Camerounais ce soir, en 14 ans, je suis par là, je n'ai été candidat à aucune élection, parce que justement, j'estime qu'on tue le serpent par la tête, non par la queue. Le chef de l'État m'appelle demain. Il me dit, je mets 500 000 milliards d'euros dans chaque maison sur terre. Tu deviens le vice-président de la République. Monsieur Yves Sandjo, si j'accepte ça, que je sois bâtard sur 1 milliard de génération, que tous mes enfants attendent la lèvre. Je suis chef de l'État ou rien. Je voudrais qu'on parle. C'est de ça que le peuple a besoin. Parlons justement du PEA 48, de cette idéologie du carantisme, évidemment de la camacratie. C'est après cette légère transition. A tout de suite. On va donc parler des questions thématiques. Vous présentez le carantisme comme le premier vrai courant politique africain, dites-vous, inspiré de la lutte des nationalistes avec pour référence l'Union des populations du Cameroun, constituée en 1948. Seulement à la création de cette formation politique, si on se réfère à quelques ouvrages, notamment mon témoignage de Christian Tobikwa et plusieurs autres ouvrages que j'ai eu l'opportunité et le privilège de lire, l'Union des populations du Cameroun a participé au premier congrès du Rassemblement africain à Abidjan, c'était en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un mouvement qui s'apparente au Parti communiste français, qui à l'époque avait d'ailleurs fourni du matériel et des conseillers techniques à ce mouvement qui avait noué des alliances avec l'Union des populations du Cameroun. Pandol Jean-Marc Ngos, en quoi le carantisme est fondamentalement différent du communisme chinois, du léninisme, du marxisme russe, du capitalisme libéral, évidemment, du socialisme démocrate? Bien. Tous ces ismes ne sont nullement africains. Vous l'aurez noté. Oui. On a, vous savez, monsieur Yves Sandjo, tout à l'heure j'ai été un peu prolixe, hein, je crois que vos téléspectateurs ont compris, parce que justement une émission comme celle-ci, on a envie d'édifier, parce qu'on a une approche pédagogique, on veut qu'on sortir de là, parce que ce n'est pas tous les jours que je fais les plateaux, par volonté personnelle et aussi pour d'autres raisons qui sont indépendantes de moi. Oui. Donc quand on a une opportunité comme celle-ci, on veut édifier. C'est pour ça qu'on est parfois... On est prolixe, mais je disais pour revenir à votre question, ces ismes-là sont tous exotiques, importés, étrangers. Il faut donc citer étrangers à l'Afrique. Oui, j'arrive. J'arrive, monsieur Yves Sandjo, je vais vous retourner une question. Oui. Quelle est la différence, parce que pour une fois, en faisant tort au protocole, qui veut que c'est vous qui posez la question, quelle est la différence entre un courant politique et un courant de pensée? Je vous pose la question pour jouer les modérateurs et rester... Oh, vous voulez qu'on fasse entendre ce protocole? Oui, quand je serai certainement à votre place, je serai capable d'y répondre véritablement. Vous êtes malin, on m'a dit ça de vous, je le confirme. En plus, vous êtes intelligent. Ben écoutez, oui.
un courant de pensée plus théorique que pratique. Vous avez par exemple le panafricanisme, c'est un courant de pensée entretenu par un groupe de personnes. Et je dis, un courant politique a la particularité qu'il a vocation à influencer le fonctionnement institutionnel. Ça veut dire que vous êtes socialiste, communiste. Une fois que vous êtes aux affaires, vous appliquez les réformes communistes et socialistes. Donc le garantisme est un néologisme. C'est un mot nouveau. Vous ne le verrez pas encore pour l'instant dans le dictionnaire. Il y rentrera. Qui a une définition philosophique. Parce qu'on n'a pas voulu rester juste, j'ai envie de dire, littéraire. Mais on lui a donné une définition. Le garantisme se définit comme étant une œuvre existentielle qui stigmatise les égoïsmes et les aspirations égocentriques collectives dues à l'omnipotence mercantiliste dans des sociétés de plus en plus déshumanisées par l'aliénation matérialiste et la perte des valeurs humanistes. Donc, en résumé, le garantisme est dans ce courant politique-là qui veut faire de l'homme une finalité et non plus un tremplin. Tout au profit de l'homme et non au détriment de l'homme. Tout pour servir l'homme et non pour la servir. Le garantisme peut aller puiser, y compris dans le machiavélisme, dès lors où ça sert l'être humain. On met en place tous les mécanismes pour le bien-être de l'humain. Ce garantisme c'est ça le garantisme. Et maintenant, vous placez l'homme au centre de vos notre préoccupation. Est-ce que ce n'est pas une version tropicalisée du socialisme? Monsieur Yves Sanjo, pourquoi le socialisme ne serait pas une version occidentalisée du garantisme? Vous savez, le Cameroun est bilingue, comme le Canada. Est-ce qu'il serait judicieux de dire que le Cameroun est le Canada d'Afrique? Pourquoi ne pas dire que le Canada est le Cameroun d'Europe? Je pose la question. Donc je dis, quand vous voyez la définition du garantisme, je redis bien, tout au profit de l'homme et au détriment de l'homme. C'est d'ailleurs ça, pour ne pas rester purement théorique, qui nous a conduit à la création de la Kamakassy. Et vous parliez de l'Union des populations du Cameroun tout à l'heure, elle est consubstantielle au PEA 48. Cette substance qui émane des pères fondateurs. Parce qu'on s'inspire de la vision des pères fondateurs qui étaient altruistes, intègres, qui promouvaient l'éthique, la morale en politique. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le monde verse dans la déshumanisation, les égos, toute cette art qu'on peut décrier. Donc le garantisme vient donc comme alternative, je dis encore, à tous ces nombreux courants, parce qu'il nous est pénible de porter un courant qu'on n'a pas créé, dont on maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Nous savons donc que le garantisme doit tout mettre en œuvre pour l'épanouissement et le bien-être des citoyens. Et le garantisme n'a pas vocation à être seulement africain. Il peut être adopté par les pays occidentaux. Mais je veux finir par vous dire, comme le disait le président Deng Xiaoping au Congrès de l'International communiste, le chat, qu'il soit noir ou blanc, l'important est qu'il attrape les souris. Les Camerounais sont arrivés au point où aujourd'hui, qu'ils soient dirigés par un, je ne sais pas moi, un socialiste, un marxiste, un léniniste, un garantiste, l'essentiel pour eux, c'est qu'ils aient accès à des conditions de vie décentes, que les jeunes puissent avoir l'accès à l'emploi, qu'il y ait un système équitable. Je ne parlerai pas d'égalité, je parlerai d'équité, parce que l'égalité, voyez-vous, en politique, est porteuse d'injustice et d'inégalité. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai, si vous me permettez d'argumenter. Imaginez qu'on a Mbanga qui produit de la tomate. On a Mbouda qui produit du riz. L'État décide de faire des dons alimentaires à Mbanga et à Mbouda. Mbanga qui a de la tomate, on lui apporte du riz. Mbouda qui produit du riz, parce qu'on a l'égalité, on lui apporte aussi du riz. On va accroître l'inégalité et l'injustice parce que les habitants de Mbouda vont se retrouver mal nourris avec le kwashiorkor et tout ce que ça peut entraîner comme malnutrition. Il est donc important d'instaurer l'équité. L'équité qui veut qu'on apporte à chacun en fonction de ses desiderata. Et c'est ça le rôle du législateur. C'est ça la Kamakassy. C'est ça le garantisme. C'est ça cette vision nouvelle de la gouvernance. C'est ça ce système politique, la Kamakassy. On peut parler de premier courant de pensée. Le premier courant politique. Parce que justement, demain, quand on est aux affaires, nous allons appliquer les réformes garantistes pour gérer la cité. Jusqu'ici, l'Afrique, c'est le premier courant politique africain parce qu'il n'y en a pas eu un avant le garantisme. Sur cette question, justement, Pandol, je voudrais vous relancer. Allez-y. Que pensez-vous du scientisme ou conscientisme qui avait été porté par Sékou Touré et Kwame Nkrumah? Ce n'était pas un courant de pensée politique
africain, à votre avis? C'était un courant de... Vous dites bien que c'était un courant... Aujourd'hui, de dire que le carantisme est le premier courant de pensée typiquement africain, alors qu'il y avait le conscientisme qui existait. Vous voyez, M. Yves Sanjo, vous entremêlez les pédales entre le courant de pensée et le courant politique. Vous faites référence à des courants de pensée et non à des courants politiques. Le carantisme, au-delà d'être un courant de pensée, est un courant politique. À ne pas confondre avec le courant de pensée. C'est d'abord un courant de pensée avant d'être un courant politique. Je vous ai dit tout à l'heure, un courant de pensée, bien entendu, reste purement théorique. Mais un courant politique va au-delà de la théorie, de l'aspect pensée. Il va influencer le fonctionnement des institutions. C'est en ça qu'il devient un courant politique. Parce qu'on a des carantistes aux affaires, on applique les réformes carantistes. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en œuvre, c'est pour l'épanouissement de nos compatriotes. C'est pour le bien-être de l'humain. Je vous ai dit, le carantisme a observé le jeu politique mondial. Il a observé la gouvernance chez nous. Et nous avons trouvé des solutions idoines. Et à chaque problème existant au Cameroun, M. Yves Sanjo, nous avons des réponses claires et précises. Je dis bien, je vous mets un défi ici. Soulevez-moi un seul problème qui martyrise les Camerounais et demandez-moi quelle est la solution, je vous la donne tout de suite. Vous voyez que je n'ai pas de bord. Et ceux qui me connaissent savent que sur le plateau, je ne prends jamais de notes, je n'écris jamais. Tout est là. Parce que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et que les mots pour le dire arrivent aisément. Je dis encore, je vous mets un défi devant les Camerounais. Demandez-moi pour Jean-Marc Gosse, voilà quelle problématique qu'il y a en ce moment. Si vous étiez aux affaires, vous aurez réglé ça comment? Je donne la solution et ils applaudissent à la maison. On y arrivera. On y arrivera. Un mot à présent sur... Parlons justement de cette kamacratie. Pandol Jean-Marc Ngoss, en quoi la kamacratie est différente de la monarchie ou l'oligarchie? Dans le fond. Ben voilà. Vous parlez bien de la monarchie et de l'oligarchie. J'espère que vous n'avez pas voulu m'intimider. Vous ne venez pas m'intimider, ce serait le gros monologie. Non. La monarchie, l'oligarchie. Est-ce que vous pouvez situer vos téléspectateurs pour qu'ils nous comprennent aisément? Parce que je dis, une émission comme celle-ci a une vocation pédagogique. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans oligarchie? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans monarchie? Je vous ai servi, je vous ai bien compris. Oui. Et je vous repose la question à l'endroit de vos téléspectateurs. Mais écoutez, si vous souhaitez que je joue absolument les co-panélistes dans cette émission, vous savez très bien que la monarchie et l'oligarchie, c'est la détention du pouvoir par un seul individu ou un groupe d'individus dans une société. Aussi simple que cela. On ne va pas refaire l'histoire. On va édifier vos téléspectateurs. Si vous permettez, je peux les édifier? Oui, allez-y, allez-y. Mais la détention du pouvoir par un homme rentre non pas dans la monarchie, oui. Elle peut être adossée. Oui, permettez-moi. Allez-y. Souffrez de ne pas m'interrompre. Elle peut être adossée à la monarchie, certes. Tout comme elle peut être subtilement adossée à la démocratie. Et j'ai souvent eu à dire. Comment ça? Le premier fils, écoute, permettez-moi, vous avez parlé de l'autocratie. Oui. Je vous parle, le premier fils de la démocratie est l'autocratie. La démocratie à la base, Demos Kratos, qui a 2800 ans, qui est créé par Solon et Christelle en Grèce il y a 2800 ans. Après un passage en Égypte, ils ont visité l'Égypte ancienne et la basse Égypte, qui était sous la Mahat. La Mahat, c'était ce système politique, ce système religieux qui régulait la vie en Égypte, sous Kama. Et Solon a observé cela. Une fois rentré en Grèce, il a créé la Demos Kratos. Le fils pervers de la Demos Kratos, c'est l'autokratos, le pouvoir d'un homme sur une masse, sur un peuple. Oui. Alors maintenant, l'oligarchie, c'est le pouvoir des oligarques, c'est le pouvoir, j'ai envie de dire, d'une certaine caste de privilégiés. Sur la base des privilégiés. La monarchie, c'est le pouvoir d'une famille sur une masse. C'est différent. L'oligarchie, ça peut être des gens qui n'ont rien à voir sur le plan familial, mais la monarchie, c'est plus familial. La kamacratie, maintenant, pour qu'on parle de la kamacratie, la kamacratie est la sœur jumelle de la démocratie. La kamacratie repose sur 7 piliers. Et elle a comme épine dorsale le tribunal du peuple. Le tribunal du peuple est coordonné par le Conseil constitutionnel. Il a comme membre les forces de défense et de sécurité, 10 en l'occurrence, tirés au sort par le Conseil national de médiation. Il a comme membre l'exécutif représenté par les ambassadeurs, les 10 plus anciens, 2 par continent, qui siègent au TDP. Il a comme membre le législatif, avec les 10 députés, parce qu'on a 10 régions au Cameroun, hein, c'est le pays témoin de la kamacratie. On a le député ayant été élu dans chaque région le suffrage le plus élevé, siège de fait comme membre du tribunal du peuple. Il a comme membre 10 représentants de la société civile tirés au sort. Il a comme membre les journalistes représentés à travers le Conseil national de la communication.
qui siège. Il a comme membre le CNDT concrètement, le Conseil national de tradition, qui est l'assemblée regroupant les chefs traditionnels de premier degré. Et le CNDT devient la chambre basse du Parlement, en remplacement de l'actuel Parlement qui lui devient la chambre haute, et le Sénat est dissous. Et pour un pays qui va adopter la kamacratie, s'il n'y a pas de chef traditionnel, le Sénat joue le rôle de chef traditionnel. Je précise, M. Yves Sanjo, que la kamacratie stipule que son adoption, une loi d'amnistie doit être signée pour amnistier, permettez-moi la redondance, tous les faits antérieurs à l'avènement de la kamacratie. Oui. Un dirigeant ne saurait donc être jugé devant le tribunal du peuple pour les faits antérieurs à l'avènement de la kamacratie. Maintenant, avec le tribunal du peuple, tous les 3 ans après votre élection, vous êtes jugé par cette assemblée. J'aimerais qu'on s'arrête là pendant justement sur le tribunal du peuple, cette juridiction chargée, dites-vous, de juger les élus du peuple au bout de 3 années de mandature. C'est exactement cela. Tout à fait. Le tribunal du peuple que vous appelez dans la 3e République, j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu. Est-ce que vous n'avez pas, vous, le sentiment que cette compétence est déjà dévolue à une des juridictions qui existent au Cameroun? Autrement dit, juger les élus sur leur gestion. Est-ce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on n'a pas une juridiction, notamment la Chambre des comptes, qui a déjà cette compétence-là? Montrez-moi l'élu qui a été jugé au Cameroun tous les 3 ans, après sa prestation de serment. Je vous dis bien qu'avec le tribunal du peuple, dès votre prise de fonction, vous avez par exemple, prenons le cas de figure du chef de l'État, le mandat de 7 ans. En 7 ans, vous passez devant le tribunal du peuple 2 fois, à 2 reprises. Tous les 3 ans, vous êtes jugé. Les autres juridictions, vous allez les évacuer, c'est cela? Je vous parle du tribunal du peuple, je ne vous parle pas des autres juridictions qui vont exister. Parlons du chef de le tribunal du peuple, si vous me permettez. Exactement quoi? J'étais en train de vous expliquer, vous m'avez interrompu. Le tribunal du peuple juge les élus tous les 3 ans dès leur prestation de serment. Et maintenant, pourquoi 3 ans alors que le mandat est de 7 ans, ben on leur donne le temps de travailler, le temps d'implémenter ce pourquoi le peuple les a élus. Oui. Et la kamacratie a son système électoral, entre autres piliers. Maintenant, dès lors où vous avez prêté serment, tous les 3 ans, vous passez devant le tribunal du peuple qui juge votre gouvernance, votre administration de la cité. Oui. Maintenant, quand vous êtes jugé, M. Yves Sanjo, ce n'est pas que cette assemblée-là, ce tribunal du peuple qui rend le verdict. Nous avons créé dans le système judiciaire kamacratique ce que j'appelle le juricium. Le juricium est une salle où siègent les membres du jury, tirés au sort par le Conseil national de médiation. C'est eux qui rendent le verdict qui, in fine, est prononcé par le bureau exécutif du tribunal du peuple. Alors, à partir de ce moment-là, à côté de cette salle annexe à la salle d'audience du tribunal du peuple, vous avez le témonitorium. Le témonitorium est une autre salle annexe où viennent déposer les témoins. Ça veut dire quoi? Faire passer les gens devant le tribunal du peuple. Vous avez prêté serment, vous le chef de l'État. Au bout de 3 ans, vous venez devant le tribunal du peuple. Déjà que sur la kamacratie, la déclaration des biens est obligatoire. On vous dit, bon, monsieur le président de la République, dès que vous avez prêté serment, vous avez vu le mois dernier sorti d'un hôtel avec une mineure. Il doit répondre. Vous avez passer un marché en pays lambda sur la base du gré à gré sans lancer l'appel d'offres, il doit répondre. Votre fils a été admis à la fonction publique avec 8 de moyenne alors que la norme c'était 12 de moyenne, il doit répondre. La première dame a spolié le terrain d'un compatriote, monsieur le président de la République, vous devez répondre. Vous avez prêté serment, vous avez trouvé les ressortissants d'une tribu lambda à la présidence de la République, vous les avez renvoyés, vous avez recruté les gens de votre village, vous devez répondre. Vous avez prêté serment, vous avez déclaré 2 voitures et 3 immeubles. Au bout de 2 ans et demi, vous avez déjà 45 600 voitures. Vous devez répondre. Donc, on vous juge sur tout. On vous demande pourquoi vous maintenez une monnaie, par exemple, qui dessert notre économie. Vous devez répondre. Donc, si au sortir de ces interpellations, vous n'avez pas de grève, rien ne vous est reproché, vous recevez une lettre de félicitations. Mais si vous êtes reconnu coupable, vous risquez une amende, un blâme ou même une destitution. Et si vous êtes destitué, vous n'êtes plus éligible à tous les 3 mandats suivant votre destitution. Un mot sur la lutte contre la corruption. Vous souhaitiez qu'on prenne des cas pratiques des situations. Sur la lutte contre la corruption, nous avons prévu de créer... Et le détournement, évidemment. Sur la lutte contre la corruption, M. Yves Sanjo, nous avons prévu dans notre chantier économique, une fois aux affaires, de commencer par faire l'audit des finances publiques. Quand on a fait l'audit des finances publiques, il faut faire le toilettage du fichier solde de l'État.
Parce que, voyez-vous, il faut éviter la gouvernance émotive, il faut éviter la politique sur la base des émotions. Donc, une fois qu'on a fait cet audit-là, qu'on a fait le toilettage du fichier solde de l'État, nous entendons donc créer ce que j'appelais la police anticorruption. Tous les Camerounais seront membres de la police anticorruption. Ils seront rémunérés sur la base de dénonciation des actes de corruption. Ça veut dire, monsieur Sanjo, vous êtes dans prenons un exemple. Parce qu'aujourd'hui, on lutte contre la corruption. Mais lutter contre la corruption, ce n'est pas seulement envoyer les gros bonnets en prison. Ça passe aussi par l'aspect pédagogique. C'est pour ça que le petit livre bleu, le code Kama, sur la Kamacratie arrive. Parce qu'il est porteur de valeurs. Il est porteur d'éthique, il est porteur même de morale. Il faut commencer à inculquer la notion du service public, la notion du professionnalisme auprès de nos jeunes à partir de la tendre enfance. À partir de ce moment-là, on a fait l'audit des finances publiques, on a rééchelonné la masse salariale et nous entendons demain attribuer les salaires les plus élevés aux métiers de premier, j'ai envie de dire, de services de premier ordre. Je vais m'appeler ça comme ça, à savoir les enseignants, les médecins, le corps sanitaire, les forces de défense et de sécurité. Ils auront les salaires les plus élevés sous notre régime. Maintenant, à partir de ce moment, la PAC peut donc naître. Parce que justement, il y a eu un rééchelonnement de la masse salariale. On a accru le pouvoir d'achat parce qu'on a créé des hommes d'affaires annuellement. Il y a le plein emploi qui est là. À partir de là, quand vous êtes victime, vous êtes témoin d'un acte de corruption, vous êtes dans un taxi par exemple, vous voyez quelqu'un qui descend et donne 1000 francs à une force de l'ordre en faction, vous envoyez un message. Carrefour, je ne sais pas moi, et Foulane, acte de corruption, oui, j'attends renfort. Parce qu'ils auront des comités partout, une pick-up arrive, on retire le scellé de la poche de celui du corrompu, le chauffeur en retire son permis, les lendemain sont poursuivis par le ministère public, il découvre de 10 ans d'interdiction d'exercer. Quand ça va passer aux 20 heures, parce qu'on a déshabillé l'homme en tenue là, la corruption va commencer à disparaître parce que tout le monde se... Et en plus, il faut instaurer la gestion numérisée de la cité. Il faut des caméras de surveillance. Un mot sur le tribalisme en quelques mots, parce qu'on va parler de votre formation politique. Donc, sur la question du tribalisme, je dis... Sur la question du tribalisme, il faut réinstaurer ce que je disais tantôt, le service... la culture patriotique, l'amour du prochain, d'où le bien fondé du garantisme qui amène à voir en l'autre un frère, d'où le bien fondé du système électoral kamacratique. On n'a pas assez développé ici, mais le système électoral de la Kamacratie est tellement fluide parce qu'il garantit l'accession saine des élus au pouvoir. Parce que dans le système de la Kamacratie, tous les citoyens demain sont identifiés parce qu'on instaure les cartes de résidents de quartier avec la contribution des chefs de quartier, des chefs de bloc. Donc, une fois qu'on a établi les cartes de résidents de quartier, elles sont blanches pour les personnes qui sont en âge de voter, bleues pour ceux qui ont atteint la majorité électorale, peut-être vertes pour les étrangers. Et 19 jours avant l'ouverture du scrutin, on affiche les listes, on vérifie, on fait le toilettage. On a 21 jours pour la campagne proprement dite et 20 jours pour le vote, 2 jours par région. Le jour du vote, le vote commence à 7h30. On installe l'urne sur la place publique du quartier. On a le chef de quartier qui est là, on a les membres de la commission électorale. Vous venez, vous votez, et le vote devient obligatoire. Une fois que vous avez voté, vous tirez votre chaise, vous asseyez. Les femmes du quartier préparent les mets traditionnels de chez elles. Elles vous apportent à manger. Les femmes Betty préparent le coin, les femmes Bouddha préparent le topsi banana, le malaxé, le taro et ainsi de suite. Je salue là ma belle famille à l'ouest du Cameroun. Amdaka, Yamela, Andrew. Donc voilà, je salue comme ça. Alors à partir de ce moment-là, si je vous permettez de chuter, vous avez donc les gens, les membres, les ressortissants du quartier, les habitants qui festoient ensemble. Il y a des groupes traditionnels qui prestent, il y a des artistes qui animent, les gens jouent au ludo, ils jouent, je ne sais pas moi, au solo, il y a un bulletin unique, ils ont coché, ils ont voté. À 16h15, on arrête le vote. Le déploiement commence de 16h30 jusqu'à 18h30. Alors, à partir de là, monsieur Sanjo, vous ne votez pas dans un quartier qui n'est pas le vôtre. Et on est sûr donc que
les élus qui sortent des urnes sont effectivement les gens désignés par le peuple. Et donc les gens qui sont allés du PEA 48 après. se faire installer par l'extérieur. De formation politique pour sortir de cette phase d'échange ce soir. De combien pèse le PEA 48 Même si, sur la scène politique. Vous savez, monsieur Yves Sanjo, je dirais que le peuple camerounais, comme je vous ai dit, il n'est pas dupe. Je vous ai donné les statistiques tout à l'heure. On a eu 3 450 000 Camerounais intéressés par tous les acteurs politiques camerounais réunis. Les autres observent, comme le carantisme, comme le PEA 48. Nous estimons donc qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Nous estimons que le prédateur doit attendre son heure. Quand on bouscule le temps se venge. Vous avez eu en 92 des partis qui ont eu 68 députés. Monsieur Yves Sanjo, donnez-moi, permettez-moi. Pourquoi vous êtes allé à l'élection municipale si vous parliez du... Vous me posez une question, permettez-moi de répondre. Vous avez des partis qui ont eu 68 élus, 68 députés. Oui. Montrez-moi un seul texte de loi sur lequel ils ont légiféré pour améliorer la vie des Camerounais. Aucun. Vous avez la dernière législature, un parti qui avait la majorité, qui avait un groupe parlementaire, 15 députés. Pour ne pas le nommer le SDF, pendant toute la législature, ils ont été incapables de convoquer une seule session parlementaire pour débattre de la crise anglophone. Alors, le fait qu'ils soient au Parlement a rapporté quoi au peuple? Rien. Que des émotions. Les gens permettez-moi, monsieur, je vais vous répondre. Tout est lié. Tout est lié. Alors, quel est le bilan? Parce que à ce sujet, justement, on estime que vous n'avez pas fait mieux que ces formations politiques. Monsieur Sanjo, stigmatisé aujourd'hui. Je ne stigmatise personne. Permettez-moi. Monsieur Sanjo, en 1997, on a eu des partis qui ont eu presque toutes les communes. Oui. Montrez-moi un seul projet de développement sur lequel ils ont tablé pour améliorer la vie des Camerounais. Aucun. En 2020, après 14 ans d'existence sur la scène politique, on se dit, ben, la loi a dit pour candidater à l'élection présidentielle, il faut avoir au moins un élu. J'ai eu des militants qui m'ont dit, président, ben, vous ne voulez pas qu'on y aille, mais nous, on va y aller. On va aller à la conquête de la mairie de Diban. Et ce fut un échec cuisant? Est-ce que vous pouvez définir le mot cuisant? On a eu 42% avec le bourrage dur. Permettez-moi. Vous n'êtes pas à la tête de... Permettez-moi, monsieur Yves Sanjo. À cause des tripatouillages du système, un parti qui était le troisième a été rejeté. Nous nous sommes retrouvés face à face avec le parti au pouvoir. Après 14 ans d'observation, d'absence sur la scène électorale, on est sorti avec 42%. Il y a eu trop de tripatouillage. Il m'a été demandé de faire des requêtes, de dénoncer, machin. Je leur ai dit, écoutez, je ne vais pas aller dénoncer au village, il y a eu ci, il y a eu ça. La leçon que je tire, c'est que je me conforte dans ma posture de ne pas aller légitimer ce système. Parce que vous savez, la prophétie ne tourne jamais à l'eau. Elle est claire, le troisième chef de l'État est jeune, philosophe, intellectuel, polyglotte, magicien. Il n'est pas du système, il vient de nulle part. Il n'est pas de ce régime. Alors, dès lors où on avait des élus à Diban, on se serait retrouvé en train d'être les ex-croissants ou alors en train d'accompagner ce régime, de le légitimer d'une manière ou d'une autre. Ce que les pères fondateurs n'auraient jamais fait. En 1956, ils ont refusé de participer à pas mal d'élections. Vous connaissez l'histoire du Cameroun. Donc, la prophétie, même quand on est résumé, même quand on y met notre volonté, on ne la contourne pas. Maintenant, on n'a pas d'élu. Mais je vais vous dire, monsieur Yves Sanjo, prenez-le pour dire. Après ce régime, il va y avoir un accord politique inclusif. On va revoir les conditions de participation, le code électoral sera revu. Pourquoi même pas, la loi fondamentale sera retouchée. Je parle bien d'un accord politique inclusif qui va permettre que tous les acteurs y aillent. Et là, la barrière sera certainement au niveau du plafonnement de la caution. Et là, même si la caution est à 100 millions, nous, on sera là. Et pour cette raison, Dieu a voulu que nous ne soyons pas seuls dans ce postulat d'être un parti politique qui n'a pas d'élu. Seulement, le peuple appréciera et comprendra que le PEA 48 est un parti cohérent. En 14 ans, à l'époque, j'ai fondé le parti avec le défunt Lapillé de Mbanga. J'étais bien parti pour être le maire de Bonabéry. Dans la dernière minute, on m'a dit, n'y va pas. Ne va let them see you coming. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me conforte dans cette posture-là. Et je dis encore,
On tue le serpent par la tête et non par la queue. C'est une métaphore pour dire, vous prenez l'exécutif, vous implémentez le développement. Vous n'allez pas tout le temps émerger à la caisse du contribuable, vu le parti, vu les gens s'engraissent et le peuple est où dans tout ça. Nous sommes fidèles au peuple, fidèles à nos engagements. On ne peut pas débattre le troisième régime au Cameroun. Jean-Marc Gosse, on va prendre rapidement la dernière transition pour quelques réactions, vous permettre de réagir aux réactions de nos téléspectateurs ce soir. C'est après ce léger break. À tout de suite. Alors on va vous faire réagir rapidement à quelques préoccupations de nos téléspectateurs. Bonsoir, c'est un monsieur qui nous écrit du Gabon. Pouvez-vous demander à votre invité quel travail il a effectué avec le président Omar Bongo? Quel travail j'ai effectué avec le président Omar Bongo? Effectué en réalité avec Omar Bongo. À cette question, vous savez, le travail effectué avec un chef d'État obéit souvent, j'ai envie de dire, à ce qu'on appelle souvent le secret. Vous allez aux côtés d'un chef d'État, c'est pour apprendre. Vous allez aux côtés d'un chef d'État, c'est pour apporter. Quand vous avez été beau-fils de chef d'État, comme je l'ai été, conseiller de chef d'État, quand vous avez mené les campagnes de chef d'État, en 2004 au Cameroun, je suis dans la réponse, hein. Vous m'avez vu ici dans la campagne du chef de l'État. En 2005, tout le monde m'a vu avec le président Bozizé au Gabon, en Centrafrique. Au Gabon, en 2009, quel travail j'ai exercé? J'ai fait contribuer à l'avènement du président Ali Bongo au pouvoir. Vous savez, il y a des choses qui doivent être dites sur la place publique et d'autres pas. Je peux citer les contemporains ici aujourd'hui. À l'époque, quand je veux le faire, l'aide de camp du président, de l'épouse du président Ali Bongo s'appelle Kourako Césaire. Le 25 juin 2009, je vais aller à sa résidence à la Sablière, déposer dans le cadre du cabinet N&N Partners le plan de stratégie de campagne. Parce qu'ayant été aux côtés de son père, ayant observé, j'ai estimé que le moment était venu d'apporter du mien. Alors, quand on est dans aux côtés des chefs d'État, on ne vient pas sur la place publique se bomber le torse. Mais vous retiendrez que ce que j'ai donc fait aujourd'hui est visible. Le plan de stratégie de campagne du président Ali Bongo avait pour triptyque paix, unité, développement. Il a choisi paix, développement et partage. Oui. Le thème c'était ensemble bâtissons. Il a choisi agir ensemble. Donc ma présence au Gabon a été d'un grand apport dans ce que le Gabon est aujourd'hui. Le Gabon a aujourd'hui 9 provinces. Je vais vous dire, le Cameroun a 360 communes. 3 et 6, ça fait 9. Je voulais vous amener dans la numérologie, le décryptage de Sinem. Bon, allez-y. Si on avait le temps. Bonsoir le plateau. La valeur d'un grand leader politique se résume au nombre d'élus et non à des vociférations occasionnelles et à des rêveries. Le président, vous réussirez à avoir le courage de vous rapprocher de quelques leaders de l'opposition célèbres. C'est Ntam de Wounyebel qui nous a écrit ce message. Et quand il parle de leader d'opposition célèbre, aujourd'hui, il parle, par exemple, de Cabral Libye. Vous partagez déjà cette lecture politique? Vous savez, je dis encore, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un système qui est en place. Et ce système, parfois, est comme une sorte de... Vous savez, c'est une pieuvre. Une pieuvre avec ses excroissances. Oui. Il y a ce qu'on appelle souvent les métastases. C'est-à-dire que vous coupez la tête et puis elle est régénérée automatiquement. Je dis, les gens ont eu, pendant longtemps, 3 450 000 Camerounais en l'occurrence, ont été convaincus, ont été éduqués par une certaine vision de la politique. Aujourd'hui, ce n'est que dans le pays des losers, le pays des perdants, dans le pays des aiguilles, des sorciers, où le rêve
est un danger. Mais souvenez-vous du fameux I Have a Dream de Martin Luther King. C'est ce que je vous ai dit à l'entame. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs politiques au Cameroun n'ont pas de vision, n'ont pas d'idéologie. Donc maintenant, permettez-moi, attendez, à la dernière élection, on a été en phase avec le PCRN de mon jeune frère Cabral Libi, que je salue d'ailleurs ici ce soir. À l'époque, j'ai mis sur pied le G18, où on a eu la participation de pas mal d'acteurs politiques. Mais qui a fait mieux que vous? Permettez-moi, vous me posez une question, permettez-moi de répondre. Oui. Il a fait mieux que moi. C'est de votre point de vue. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, je vous ai dit dès l'entame, beaucoup ont eu des élus, ça a apporté quoi au peuple? Ce que nous récusons, et c'est notre démarche, nous ne voulons pas nous engraisser sur le dos du peuple. On peut avoir des élus, d'accord? Mais dès lors, on ne tient pas les leviers du pouvoir, on ne détient pas l'exécutif. Comment on va implémenter le projet de société pour lequel on est élu? Comment on va apporter un plus aux Camerounais? Aujourd'hui, mon jeune frère Cabral Libi a 5 députés au Parlement. Je vous mets au défi qu'il fasse passer une seule loi, un seul texte de loi au Parlement contre l'avis du régime en place. Le SDF, hier, à la dernière législature, avec 15 députés, ils ont fait quoi? En 97, je vous ai dit, avec toutes les mairies, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que dalle. Nous estimons donc qu'on ne vient pas accompagner, nous venons pour diriger, pour implémenter la vision, l'idéologie du garantisme, la vision de la démocratie. Maintenant, si les gens ne comprennent pas ça, ben écoutez, c'est leur droit absolu, on n'empêche pas la pensée de se balader. Et je vous ai dit, pour chuter, on ne va jamais contre la prophétie. Très bien. Le Pendule est le meilleur de tous, nous te soutenons jusqu'au bout. C'est Roger B qui nous a envoyé ce message. Malheureusement, je vous ai indiqué que nous ne prenons pas d'appel, simplement vos réactions, vos questions, évidemment à la droite de l'invité ce soir. On va rapidement, Pendule, avec votre permission, on va rapidement prendre la une de quelques journaux qui paraîtront le 15 juin 2020. On a la primeur de les avoir ce soir. On va rapidement débuter cette revue de la presse sans transition par la une du journal La Nouvelle qui parle de révision constitutionnelle en une. La guerre farouche au sommet de l'État, c'est le dossier de 2 pages qui est proposé dans les colonnes de ce journal. Pile ou face, titre sur le Covid-19, abus et arnaque dans les morgues. L'équation pour sa part a titré sur la réappropriation des terres de Banen, Samuel Motte dans les voies d'un plaidoyer constructif. Le journal Intelligent d'Angola titre sur l'anniversaire premier. La royale des Jeux du Cameroun, l'information est à lire en une de ce journal. Réalité Plus a titré sur Paul Biya qui chouchoute le corps médical au front contre le Covid-19. Le président de la République, à travers le ministre de l'administration territoriale, a en effet procédé à la remise d'une cargaison de matériel anti-Covid au ministère de la Santé, selon les révélations à lire en une de ce journal. Leader Presse pour sa part, titre sur la maïture. Louis Roger Manga convoqué par un juge. L'avenir parle de la production et de la distribution de l'eau potable aux sources de la Cameroun Water Utilities. Sans détour, titre sur les scénarios de l'alternance politique au sommet de l'État au Cameroun. Le journal Le Soir Tri-Hebdo parle de scandale de corruption, de complicité de faux et d'usage de faux dans l'exploitation de bois en grumes. L'information est à lire en une de ce journal. Génération Libre, titre sur le plan triennal spécial jeune, Paul Biya sauve son 2 milliards programmé. L'information qui est évoquée par le quotidien Émergence parle de Brenda Biya, source de grosses angoisses au palais des Toudis. Et le journal de l'économie titre sur Emmanuel Tailly, ce que pense ce dernier du groupement interpatronal du Cameroun et de son président. L'information est à lire à travers l'interview proposée par nos confrères du journal de la valeur ajoutée. Le quotidien précise en une demeure que le chef de l'État du Cameroun a décidé de renforcer les capacités du ministère en charge de la santé à travers l'octroi d'un nouveau don spécial, une information qui est également évoquée en une du journal Le Pélican, une véritable croisade gouvernementale contre la propagation du Covid-19. Paul Biya, maître d'orchestre,
veut donc booster le moral des personnels de santé. Perspective sur ce sujet parle d'une nouvelle offre du président de la République. Ce geste de magnanimité est évoqué par ce journal qui parle de l'amélioration de la prise en charge des patients du Covid-19. L'information est à lire en une de ce journal. Meyeum Salah Hebdo nous parle de la dévotion du pouvoir. Tout est prévu, constate la une de ce journal qui nous indique que sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, une véritable démocratie est en marche au Cameroun, une démocratie qui prône les libertés et les droits. Les institutions sont parfaitement fonctionnelles et les mécanismes d'accession à la magistrature suprême sont bel et bien connus. Le président de la République du Cameroun qui continue de mener la bataille contre le Covid-19, une information qui est à lire dans le dossier proposé par ce journal. Bounia, pour sa part, a choisi de revenir sur Gabriel Maniembem qui s'exprime dans les colonnes de ce journal au sujet de la décision prise par le gouvernement de la République du Cameroun de céder la gestion du terminal à conteneurs du port de Kribi à une entreprise étrangère. La République Presse, pour sa part, parle du don du président de la République du Cameroun au personnel soignant. L'événement qui s'est donc déroulé à Yaoundé, précisément au centre des urgences sanitaires de Yaoundé, a permis de constater que ce don est estimé à 100 millions de francs CFA. Le Zénith, pour sa part, titre sur l'électricité Development Corporation, Paul Biya électrocute le top management selon la une de ce journal. L'Indépendant a titré sur la dévotion du pouvoir, le retour à un successeur constitutionnel se précise selon les unes de ce journal. L'actualité qui est évoquée en une du journal Zé Horizon, dont on va avoir la une, revient donc sur le plaidoyer des hommes de droit sur le décès de Samuel Ouazizi. C'est la une du journal Zé Horizon. C'est d'ailleurs à travers la une de ce tabloïd Zé Horizon que nous mettons un terme. On a justement la une de Cameroun Tribune qui a titré demain sur la lutte contre le coronavirus. Paul Biya aux côtés du corps médical. En effet, le président de la République du Cameroun, à travers le ministère en charge de l'administration territoriale, piloté par Paula Tangandia, solennellement remis un don spécial constitué du matériel de lutte contre le Covid-19. C'était au centre des urgences de Yaoundé. L'information est à lire en une du journal de Marie-Claire Nana. Les éditions de ces différents journaux paraîtront lundi 15 juin 2020 et nous les avons donc en primeur dans le cadre de cette émission La Ligne Rouge ce soir. Pandol Jean-Marc Ngos, merci d'être venu et d'avoir partagé pratiquement 1h30 avec nous. Mais rapidement, ce sera en une seconde. On n'a pas vu le temps passer. Je voulais lire cette correspondance de l'ambassade des États-Unis. Cher Monsieur Ngos, mes collègues et moi continuons à être émerveillés par la qualité des armes à feu que vous nous avez présentées hier. Oui. Nous continuons aussi à méditer certaines de vos envolées sur la vie, l'écuménisme et la gestion de la cité. Si jointe, je vous prie bien vouloir trouver les fabricants des armes à feu aux États-Unis que vous voudrez bien contacter pour arranger un rendez-vous. Question d'aller proposer vos innovations technologiques. Bon courage et bonne journée. Oui. Jean-Paul Yana, commercial special embassy of the United States, Rosa Park Avenue, téléphone 22 20 15 00, 22 20 15 03. Oui. Voilà, c'est un mail des Américains par rapport à mes fusils d'assaut. Parce que je vous ai dit d'entrée de jeu, sur Seul Noir inventé le fusil d'assaut. Ces armes vous révèlent le groupe sanguin du soldat. Ces armes vous sont arrimées aux nouvelles technologies. On les aurait eues parce qu'elles sont incorporées de caméras, qu'on n'aurait pas eu ce qui s'est passé avec les Noirs qu'on tue à tort et à travers aux États-Unis. Et j'ai fini pour dire ici que nous avons prévu demain sur la Kamacratie de dépénaliser les délits de presse. Donc tout ce que les journalistes décrivent aujourd'hui comme abus, comme tard, n'auront plus droit de citer, n'existeront plus sous la Kamacratie, qui vient libérer l'Afrique, qui vient répondre aux attentes des peuples, non seulement d'Afrique, mais du monde. Et je pense que un bon concept, une vision révolutionnaire doit porter ces trois paradigmes. Il doit être, à la base, il doit paraître utopique. Ce coup doit être dangereux pour l'establishment, et in fine doit être évident. C'est pour ça qu'on dit que Dalila est tort d'avoir eu raison trop tôt
Et le monde a lui avoir donné raison trop tard. On peut à 48, on fait 3 points nommés. Je salue les 46. Je salue les membres du Shadow Cabinet, le Premier ministre et tout le reste. Mon conseil spécial, M. Sammy Grenet et tous les autres. Jean-Marc Gosse, merci de nous avoir... Je salue aussi mes amis du Gabon, la famille au Gabon qui me suit, recevoir mes hommages. De nous avoir suivis ce soir. Prochain rendez-vous certainement dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, avec un autre invité. 1000 fois merci pour vos multiples contributions et 1000 fois merci de faire confiance à Info Télévision. Bon dimanche, à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.